Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et à tous. Petit débrief hebdomadaire de la semaine politique. On va aborder trois sujets. On va parler de ce qui se passe à Gaza, en Cisjordanie et en Israël. On va revenir sur Marine Le Pen qui n'en finit plus de péter son plafond de verre. Et on va commencer par une déclaration de Jean-Luc Mélenchon qu'il a faite à l'occasion d'une conférence qu'il donnait à Rochefort jeudi, dans lequel, en gros, il annonce, il parle, ou il acte d'ailleurs, la fin de la NUPES, disant, euh, disant que la NUPES est détruite, c'est son mot, hein, détruit, et sous-entendant que lui a aidé à la créer et ils l'ont détruite. C'est-à-dire que, en fait, sans arrêt, et c'est d'ailleurs aussi l'objet du texte qu'Adrien Quatennens a posté sur son blog, la responsabilité de la fin de la NUPES est toujours du côté des autres composantes de cette union, renvoyée d'ailleurs dans l'allocution de Jean-Luc Mélenchon à leur gaminerie et à leurs enfantillages, je cite. Voilà, donc il l'acte, sachant qu'auparavant, Fabien Roussel avait déjà plus ou moins acté que le Parti communiste n'en faisait plus partie, même si c'était un peu contesté en interne par certaines autres personnalités communistes, que les socialistes avaient voté un moratoire sur leur participation à la NUPES, et que de toutes les façons, de façon comment on dit, matérielle, les rencontres NUPES, enfin la réalité de l'existence de la NUPES était depuis quelques semaines, voire quelques mois, très très en péril. Enfin, je veux dire, il y a plus de réunions, il y a plus d'initiatives communes, il y a plus de textes communs. On a vu d'ailleurs fleurir beaucoup de textes ces derniers temps qui réunissaient parfois le PC, ELV et le PS, je pense notamment sur la situation en Israël-Palestine, sans que ça soit signé par la France insoumise. Donc voilà, ce genre de communiqué dit en substance que la NUPES n'existe plus. Je sais pas tellement, enfin, t'as des conclusions à en tirer, Non, d'abord, pas de conclusion. Je pense que c'est une non-surprise. Enfin, je veux dire, il le redit d'une certaine manière. C'est vrai qu'on trouve des choses, des formulations pour dire que la NUPES est morte, qui sont variables. Soit c'est des gamineries, des enfantillages, soit c'est des mots qui sont beaucoup moins sympathiques à l'égard de cette gauche molle, de cette gauche d'avant, etc., gauche etc. bourgeoises. Gauche bourgeoise. Donc voilà, donc il y a deux façons de caractériser depuis ceux qui sont le groupe dirigeant de la France insoumise, leurs anciens partenaires, qui sont dénoncés dans un bloc et de façon extrêmement dépréciative, les renvoyant globalement au passé, et le passé étant celui globalement de la gestion hollandaise. C'est-à-dire que c'est un peu ça qui est en arrière-plan. Euh, et Adrien Quatennens, dans le texte que j'ai lu, sur lequel je dirais 2-3 mots après, il vient de faire un long texte sur son blog dans le cadre de la préparation des rencontres des groupes d'action de la France insoumise qui aura lieu le 16 décembre. Donc là, il y a quelques textes qui sortent. Bon, je les lis pas tous, mais j'essaye de lire un peu quelques textes un peu importants. Bon, il y a celui de Quatennens, il y a celui de Clémentine Autain qui sont sortis, que j'ai lu avec attention et intérêt. Bref, tout ça pour dire que d'abord, la NUPES sans l'AFI, ça n'a pas de sens. Donc ça n'a pas de sens de prétendre être le PC, le PS et les Verts et de faire une alliance qui serait la NUPES en AFI, ce serait juste ridicule. Et dans le sens inverse, l'AFI ne peut pas se prétendre être la seule porteuse de de la légitimité de l'esprit de la NUPES. C'est-à-dire que la NUPES, c'est tous les quatre, ou ça n'est pas. Enfin, pour moi, ça me paraît évident que ce qui a été important, ça a été un accord, une union de 4 formations de gauche à l'issue de l'élection présidentielle, dans le rapport de force de l'élection présidentielle, autour d'un programme de législative, pour les législatives,
Bon, et tout le monde sait ce qu'il en est advenu, c'est-à-dire que ça a existé de ce fait à l'Assemblée nationale, mais pas beaucoup plus en dehors, et que donc ça n'a pas tellement ça s'est pas tellement ancré dans le paysage. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'il n'y a pas de NUPES divisé en deux, que quelle que soit la moitié, et je ne vois pas comment l'AFI peut être la représentante de la NUPES et l'inverse également. La deuxième chose, c'est que je trouve très désagréable le climat qui serait celui de gauche irréconciliable. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait donc il faudrait savoir ce qu'on pense en fait. C'est ou bien on pense qu'on peut faire la NUPES, quel que soit d'ailleurs le discours, hein, ou bien on pense qu'on peut faire la NUPES, et à ce moment-là, l'AFI, ce ne sont pas que des méchants hystéros, je sais pas quoi, et le reste de la gauche n'est pas que molle et vendu. Et donc cette idée, la violence du discours contre le PC, le PS et les Verts ne me plaît pas du tout parce qu'en fait elle réinstalle le discours finalement de Valls sur les deux gauches irréconciliables que malheureusement je pense ça donne corps à ce discours, c'est-à-dire que d'une certaine façon, en voulant écarter de façon très agressive cette autre partie de la gauche, je pense que dans une partie de la gauche, l'AFI se trouve cornérisée et on veut plus lui parler, quoi. On veut plus en être. Et donc voilà, il y a quelqu'un qui a parlé pour Jean-Luc Mélenchon, un article dans Regard sur les 7 leçons de l'élection présidentielle qui était très bien, je vous le recommande sur le site de Regard, qui disait Jean-Luc Mélenchon n'a plus seulement un plafond de verre, il a un plafond de béton. C'est-à-dire quelque chose qui maintenant commence à le bloquer parce qu'il y a des gens qui ne veulent plus se retrouver autour de l'AFI et de Jean-Luc Mélenchon. Ça me fait dire deux choses sur ça. C'est que la première, c'est que il a aussi actuellement un plancher de béton. C'est-à-dire que certes, on ne voit pas très bien comment Jean-Luc Mélenchon peut rassembler 50% de la population parce qu'il a choisi une ligne extrêmement clivante et qui ne rassemble pas, ne séduit pas, ne convainc pas. Ça, on peut penser ça, mais en même temps, pour l'instant, faute d'alternative, il y a quand même des gens qui veulent que s'exprime une voix de gauche d'alternative, et donc pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon est sur un socle qui est ce que j'appellerais un plancher de béton, c'est-à-dire pour l'instant, il peut compter, je peux pas le dire parce qu'on va même pas extrapoler par rapport aux résultats des européennes. Les européennes, l'AFI va pas faire un très bon résultat, très probablement, mais c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui va mener la campagne des élections européennes, à moins que. Mais enfin, bon, apparemment, c'est pas ça qui se profile. Et la proposition Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, c'est ça qui emporte la conviction d'une partie à ce jour assez constituée, parce que there is no alternative. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose que je voulais dire aussi, parce que ça fait partie de la discussion du texte de Clémentine Autain et de Quatennens. Alors déjà pour dire, premièrement, ce que je trouve intéressant, c'est que ces textes sont publiés sur Facebook, donc accessibles à tous. Clémentine Autain commence par dire « Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait un lieu de discussion, il n'y en a pas, donc j'écris sur Facebook. » Donc Facebook est le lieu de la discussion des insoumis. Et tous les deux discutent de cette question finalement des 22%. Qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas été au second tour? Pourquoi Jean-Luc Mélenchon a fait 22%? Qui est une question assez importante sur la relation avec l'autre gauche, dont celle la plus proche, c'est-à-dire celle du Parti communiste qui avait soutenu précédemment Jean-Luc Mélenchon. Et l'argument de Quatennens, c'est donc de dire que c'est les 2% de Roussel qui nous ont manqué, c'est cela qu'il faut récupérer, et c'est les abstentionnistes. C'est ça ce qu'il explique dans son texte. Quant à Clémentine Autain, elle dit vous pensez qu'on peut à chaque fois recommencer à zéro, se prendre une grosse tôle, genre les perquisitions, et là, ce qui s'est passé sur l'affaire antisémitisme, et que ça nous fait dégringoler, et qu'après on est tellement bon et tellement fort qu'on va pouvoir remonter. Et j'ai trouvé que cet argument de Clémentine, elle dit, en 2022, si on n'avait pas eu le comportement qu'on a eu
à partir de 2017, c'est-à-dire un comportement assez dur à l'égard des autres et à l'égard de nos futurs partenaires, mais à l'égard d'une façon générale des intellectuels, éventuellement des militants antiracistes au début de 2017-2018, si vous, pour ceux qui ont un peu de mémoire, à l'égard des médias, à l'égard de tout ça, qui fait que on redescend et on recommence à remonter. Elle dit on serait pas redescendu là et on serait reparti de là, peut-être on aurait été au deuxième tour. Et donc ça vaut réflexion. C'est-à-dire, est-ce qu'on est obligé à chaque fois de tout casser pour tout refaire le chemin, au risque de ne pas justement arriver complètement à terme à l'objectif. Bon, voilà. Moi, ce que j'y vois aussi dans cette discussion, c'est toujours la sempiternelle question de la radicalité. C'est très affirmé dans le texte d'Adrien Quatennens et d'ailleurs aussi dans l'allocution de Jean-Luc Mélenchon à Rochefort. Et se mêle, ce que je vois en fait dans les critiques qui sont faites à l'égard de la France Insoumise, qui émanent des autres groupes politiques de la NUPES, qui est de dire « Ah mais ce qui s'est passé sur le Hamas, c'est-à-dire la non-volonté de la France insoumise de qualifier le Hamas comme un groupe terroriste après ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est un no-go, quoi. C'est une impasse. C'est ça qui nous met c'est ça qui fait que nous ne pouvons plus être partenaires. C'est des choses que l'on entend chez les Verts, chez les communistes et chez les socialistes. C'est-à-dire qu'il y a un mélange. En fait, c'est les gauches irréconciliables. Non, mais c'est les gauches irréconciliables. Construit le mur infranchissable. Oui, mais quand tu as décidé que tu voulais plus parler à l'autre, tu racontes tu vois les lignes rouges qui sont voilà. Oui, mais absurde, ce que je veux dire, c'est que il y a une transformation. Si je reprends par exemple la période des retraites, de la bataille contre la réforme des retraites, où là, il était reproché à la France insoumise sa stratégie, voire sa tactique parlementaire et politique, en fait, à la fois dans l'Assemblée nationale et puis à l'extérieur, de pas vouloir être collé à l'agenda des organisations syndicales réunies, de pas vouloir voter l'article 7, etc. Mais là, c'était de la tactique, parce que et puis de gueuler dans l'Assemblée, en gros. Mais tout ça, on est sur de la stratégie. Globalement, le but des socialistes, des communistes, des écolos et des insoumis à l'Assemblée nationale était le même. C'était de faire tomber ce texte ou à tout le moins d'obtenir le meilleur texte possible. Là, ça a changé de nature. C'est-à-dire que là, on est sur des problèmes de fond. En fait, on est revenu à ce qui avait été reproché à la France insoumise, par exemple, au moment, moi je me souviens des élections européennes de 2019. C'est-à-dire aux questions de fond qui disaient « Ah mais vous voulez pas de l'Union européenne alors que, par exemple, nous les socialistes, on est unionistes, on pense que l'Union européenne, ça peut être quelque chose de bien. » C'est-à-dire que il y a et d'ailleurs là, c'est en train de revenir ça. Parce que dans la perspective de la campagne pour les élections européennes, t'as à nouveau les Verts et les socialistes qui disent on peut faire quelque chose de l'Union européenne, et à nouveau les insoumis qui vont dire bah non, l'européenne, cacaboudin. Surtout que je ne sais pas, pour ceux qui suivent un peu cette semaine, Mario Draghi a annoncé, a fait une interview dans laquelle il dit j'aimerais bien que l'Union européenne devienne un État. Voilà. Imagine le mec, il y va genre à la truelle. Donc évidemment cette question en fait de l'union question de fond, de rapport à l'Union européenne est une question qui clive aussi. C'est-à-dire que mais ce que je veux dire c'est que donc tu as la question de la radicalité et la question des points d'achoppement en fait à l'intérieur de cette radicalité. Et en plus il y a des allers-retours parce que c'est aussi pour des questions ils assument leur radicalité qu'ils ne veulent pas dire que le Hamas est un groupe terroriste. Et ces allers-retours, je trouve, floutent un petit peu les objets des désaccords qui, en plus, sont des abcès qui ne sont jamais percés. Donc, le truc grossit et, comme tu le dis très bien, en fait, au bout d'un moment, aboutit à une situation qui est impossible et à une situation de fait de deux gauches irréconciliables, ce qui n'est pas acceptable. Mais encore une fois, ce que demande Clémentine en premier lieu dans son texte, c'est un lieu de débat. C'est-à-dire, c'est précis au sein de la France insoumise, mais moi je pense au sein plus globalement de la gauche. C'est-à-dire que justement ces impasses en fait dans lesquelles tous les débats en vérité s'enferrent, il faut absolument ne pas tomber dans ces pièges
en discutant auparavant et en disant bon, ok, machin, voilà comment on va faire, voici le mode opératoire pour que l'on puisse tous genre coexister ensemble au sein d'une même union. Et ce ne sont pas des gamineries et des enfantillages. Et si on considère que ce sont des gamineries et des enfantillages, je pense que c'est passé à côté en fait de ce que c'est que l'essence même de la politique. C'est-à-dire, et je dis pas que l'essence même de la politique c'est le débat, même si ça l'est bien sûr en partie, mais c'est surtout la construction de propositions qui puissent aller au-delà de soi-même. Si tu fais juste une proposition pour toi, mais qu'est-ce que tu vas faire une proposition pour la France? Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Donc, les insoumis ont fait une proposition pour eux. Ensuite, il faut Pour eux, que ça ça veut soit dire, qu'est-ce que tu veux dire par pour là? les insoumis. C'est-à-dire que elle est raccord, elle est carrée. Moi, je la trouve consistante et cohérente, leur proposition. Maintenant, faire de la politique, c'est aller chercher les autres, tu vois, et pas les ramener, tu vois. C'est construire un autre projet à partir de cette identité et de cette architecture très forte qu'ils ont fait à travers l'avenir en commun, à travers tout leur discours et toute la façon dont ils font de la politique maintenant depuis une dizaine d'années. Aller chercher les autres qui sont autour et ensuite aller chercher les Français et les Françaises. Mais si tu refuses ça, si tu dis non, c'est marche ou crève, range-toi derrière moi et je changerai pas une virgule, c'est pas faire de la politique, ça. C'est mener un combat. J'entends. C'est vrai que c'est mener un combat. Mais la politique, ce n'est pas que mener un combat. C'est aussi créer des dynamiques qui, au bout d'un moment, deviennent majoritaires. La politique, c'est convaincre. C'est convaincre. C'est-à-dire que Ouais. la finalité de ce combat, c'est de convaincre. Alors, non, attends, je suis pas d'accord. Parce que, Ah bon? en fait, c'est pas que convaincre. Parce que si c'est juste, Au sein de la attends, gauche. vas-y, tu considères que le mur est noir, et moi je considère que le mur est jaune, et on va chacun mettre des arguments, et à la fin, celui qui aura gagné, c'est celui qui a... Bah non. Peut-être Alors, que c'est de repeindre le mur en bleu. alors, quand je dis c'est de convaincre, en l'occurrence, c'est pas seulement de convaincre sur chaque point de détail. C'est aussi de convaincre sur le sens général du tableau. Et c'est là où je pense que ça s'est un petit peu mélangé les pédales. C'est-à-dire que quand il y a eu les 650 propositions qui ont été plus ou moins négociées entre les partenaires en identifiant ceux sur quoi on était d'accord et ceux sur quoi on n'était pas d'accord, je me souviens de ce débat qu'il y a eu juste au moment de la création des groupes, quand Jean-Luc Mélenchon avait fortement plaidé pour qu'il n'y ait qu'un seul groupe, que tout le monde soit dans le groupe NUPES. Et déjà à l'époque, je trouvais que ça ne marchait pas cette affaire, parce qu'en fait, quand bien même il y a un accord sur des propositions, et par exemple le programme commun avait été l'exemple antérieur très très historique de la référence commune et connue, ça ne faisait pas un accord, ça ne faisait pas le même paysage. La même finalité de l'action. Il y avait évidemment quand même quelque chose qui se dessinait qui était quand même commun, mais il y avait quand même des représentations générales qui n'étaient pas les mêmes. Et ça, je crois qu'il y a cette confusion entre le mur blanc et le mur noir. Ça, tu vois, on peut discuter sur telle ou telle proposition. Ce qui est irréductible, c'est le champ dans lequel on s'installe, la perspective dans laquelle on s'installe. Et ça, c'était l'erreur, à mon avis, de la proposition de créer un groupe commun qui ne pouvait pas avoir du sens puisqu'il y a des perspectives qui sont différentes. Et d'une certaine manière, je pense que c'était aussi un peu la difficulté des élections européennes de vouloir une liste commune. Et ce qui est assez étrange de se dire, c'est que aujourd'hui, l'AFI qui a porté et qui porte jusqu'au bout cette idée d'avoir une liste commune aux élections européennes, en même temps qu'elle dit ça, elle dit de ses partenaires qu'ils sont vraiment pas possibles, tellement ils sont mous, tellement ils sont vieux, tellement ils sont cons, tellement ils sont du monde d'avant, etc. Et qui sont, je sais pas, mais Catédin, ça a des mots vraiment très méprisants à l'égard de la gauche qui se fait enfler en permanence. Et je me dis, bon, mais alors quel était le sens de cette proposition de la liste commune aux élections européennes, quoi? Enfin, ça peut pas marcher comme ça, quoi. Faut prendre acte qu'il y a des couleurs différentes et admettre, et c'est pas un problème de chaque proposition prise une après l'autre, quoi. Et en attendant,
il y en a une, ou en tout cas, il y a un coin de Ah, l'échiquier politique qui oh, a... cette semaine, c'était un festival, hein. C'était un festival, comme tu dis, euh, c'est l'extrême droite, Mm. elle, qui est plutôt en dynamique, hein, et qui déroule, on va dire, son argumentaire raciste, et qui trouve de plus en plus d'écho dans de plus en plus d'espace. Moi, c'est ça qui, en premier lieu, en fait, qui m'inquiète et contre lequel on doit se mobiliser. C'est-à-dire que auparavant ils étaient dans leur meeting, on va dire il y a 30 ans, et dans leurs tout petits endroits. Après ils ont réussi à choper une partie des médias, notamment avec CNews, etc. Ils arrivent à en choper de plus en plus des médias. Enfin, je veux dire, la Mm. contagion en fait commence à aller. C'est plus que CNews, c'est plus que le groupe Bolloré. On voit des choses quand même complètement dingues qui sont dites sur d'autres chaînes que les chaînes du groupe Bolloré, à la radio, dans la presse papier. Enfin, je veux dire, les digues lâchent petit à petit. Sous prétexte, et ça je l'entends, on en parlait encore hier avec toi Catherine, euh, c'est comment on fait lorsque beaucoup d'indicateurs, à commencer par les élections, les dernières élections, montrent que maintenant tu as une partie assez importante des Français et des Françaises qui se reconnaissent dans des partis d'extrême droite, Rassemblement National et Reconquête, que les sondages, si tu les prends au global, tu as de plus en plus de gens qui sont prêts à voter à l'extrême droite, et si tu les prends question par question sur l'immigration, l'islam, La le rapport à sécurité. l'autre, la sécurité, etc., qui sont de plus en plus d'accord. Et donc on a même des majorités de Français en fait qui sont d'accord avec les propositions absolument atroces du Rassemblement national et de Reconquête. Et donc voyant ça, la question c'est lorsqu'on parle pour essayer de contrer en fait ce genre de discours, Mm. c'est qui on est en fait, d'où on parle. Avant, on pouvait imaginer dire nous sommes antiracistes, nous combattons le racisme, et de toute façon nous sommes majoritaires, hein, allez vous faire foutre les autres. Aujourd'hui, je sais même plus si cette affirmation est vraiment vraie. Et donc, et du coup, c'est vrai que c'est compliqué d'engager le combat. Donc, il faut se poser la question de comment dans des espaces qui se réduisent, dans des espaces politiques qui se réduisent, des dynamiques en fait qui sont plus de notre côté, comment est-ce qu'on fait pour exister et contrer la force de l'extrême droite aujourd'hui. Euh, et j'avoue que la désunion de notre côté de l'échiquier politique Ah bah c'est est un clair. problème pour avancer, parce que là, pour le coup, je vais reprendre le vocabulaire de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est sûr que les chamailleries, en fait, qui nous divisent, ne nous permettent pas d'avoir un discours clair sur la question de l'extrême droite, ou en tout cas brouille le message, puisque en vérité, lorsqu'on va inviter un insoumis, un écolo, un communiste ou un socialiste sur un plateau ou à la radio, la première question qu'on va lui poser, c'est sur les petites bisbilles entre les uns et les autres. C'est alors vous condamnez le Hamas. J'ai encore vu Clémence Guettet qui était invitée sur France Info, mais une interview lunaire où les journalistes. Mais alors il y a le Hamas, c'est un groupe terroriste. C'est hier, hein, donc Mm. c'était il y a longtemps, le 7 mars, hein, le 7 octobre. Et alors c'est un groupe terroriste. Et puis alors est-ce que franchement, et elle a eu une réponse tout à fait tout à son honneur. Hein, elle a fait ce qu'elle a pu. Mais on lui dit, mais vous condamnez les viols par les militants du Hamas des Israéliennes? Elle dit, bah oui. Mais en gros, après, il y a eu 5 relances où les deux journalistes présents au plateau sur France Info, hein, pas sur CNews, étaient en train de lui dire, sous-entendaient que, en gros, elle en avait rien à foutre. Mm. Et elle était là, genre, non, mais ça va pas, non? Enfin, et Mm. donc, en fait, on est bloqué, en fait, on se, nous-mêmes, enfin, je veux dire, Bon, enfin, la faute originelle, elle était insupportable. Enfin, je oui, veux la dire, faute non est mais insupportable, mais non après, il y a mais aussi une on sent, oui. responsabilité, tu Non vois, mais je suis d'accord, mais je veux du dire là, monde médiatique de franchement, on pas. s'en sort pas de cette connerie du Mm. départ, de pas avoir voulu dire que le Hamas était un groupe terroriste. On en est, comme tu dis, 2 mois après, on continue de discuter de ça. Non mais c'est Mm. délirant cette histoire. Je sais pas enfin, pour quelle victoire politique, quelle victoire idéologique
parce que pour dire pas terrorisme, mais dire crime de guerre, machin, mais non, mais c'est délirant, c'est juste parce que... Crime de guerre qui sème la terreur, ouais, pour dire, voilà, pour c'est ça. reprendre les mots Non, de Mathilde Panot. non, mais enfin, franchement, c'est fou, quoi. C'est-à-dire que ça nous empêche. Et là, aujourd'hui, on est empêché. La gauche est empêchée. Ceci étant, pour revenir sur l'histoire de Marine Le Pen, alors, on se disait ça la semaine dernière quand on avait fait le débrief. Il y avait eu les émeutes en Irlande et on en parlait avec émotion en se disant peut-être que ça pourrait arriver en France. Et ben, c'est arrivé en France. Et cette émergence de l'extrême droite. Alors, elle était déjà très présente à Lyon. C'est assez bien renseigné par Street Press notamment depuis longtemps. Et c'est des groupes, les groupuscules d'extrême droite ont vraiment pignon sur rue dans le vieux Lyon. Mais là, on a quelque chose qui s'est affiché plus largement et de façon raccordée à de l'actualité et qui a fait sens, etc. Donc et cette semaine, quand je dis qu'elle a été dramatique, c'est qu'il y a eu ça, il y a eu cette histoire de ces manifestations d'extrême droite. D'une certaine manière, je pense que le fait que Dupond-Moretti ait été lui aussi absous par la Cour de justice de la République alimente cette idée que on a une justice qui ne sanctionne pas, que sont les politiques et qui sont tous pourris, dans le même temps qu'on a un discours sur la justice qui n'est pas qui est trop clémente avec les petits délinquants, etc. Donc on a une espèce de montée du discours sécuritaire comme ça qui Et poujadiste, hein, de dire la justice est trop laxiste, les justes sont tous rouges, etc. donc Enfin, voilà cette situation enfin encore une fois elle a rien besoin de faire, Marine Le Pen. Hein. Franchement, ça roule d'ailleurs, elle pour. ne fait rien. Ouais, ça roule pour elle, c'est évident. Mais l'autre question qui est celle que tu as posée, c'est comment on combat le Front National. On n'arrête pas de se poser cette question. C'est comment l'un et l'autre, comment à regard, comment on participe de façon utile à cette affaire et qu'est-ce qu'on regarde de ce qui se fait. Il y a eu la sortie de Dupond-Moretti à l'Assemblée nationale qui a été beaucoup regardée et commentée parce que alors que Emmanuel Macron avait tensé Elisabeth Borne quand elle avait rappelé les origines collabo du Rassemblement national, du Front national, Dupond-Moretti s'est pas emmerdé, il est allé franco de port, il leur a dit ben, vous êtes un truc de gudard et de nasillon et faites le ménage chez vous. Et c'était extrêmement violent dans la forme, dans les mots. Bon, moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Parce que c'était tout à fait adapté en plus aux propos, c'est-à-dire vous avez dans vos rangs les gens qui vont dans ces manifestations semer la terreur dans les villes et dans les petites villes de France comme vous dites, et donc enfin je veux dire c'était pas un discours très général abstrait, mais il les a remis à leur place sur ce sujet-là. Alors évidemment, mais ça c'est un coup. Et toi qui es souvent dans des émissions comme celle de BFM où tu te trouves avec une espèce de nénette là qui vient de l'incorrect, c'est le truc de Zemmour quoi, et qui est très forte. Hein. Je dirais elle est. Enfin, moi je trouve elle tient la route et elle le dit avec une espèce d'évidence et de bonhomie. Vous pouvez rigoler, la France, elle pense comme moi, ce que tu viens de dire. Ouais. Elle s'appuie sur l'idée que la France pense comme elle et que on peut rigoler de ce qu'elle raconte. De toute façon, c'est elle qui est en phase avec les idées de la France. Donc, comment on fait dans des émissions... Fait intéressant. En vérité, ce truc, les Français pensent comme moi, c'est ce que disait déjà Jean-Marie Le Pen dans les années 70. Il disait, au fond, les Français pensent comme moi. Sauf que à l'époque, les gens se foutaient de sa gueule en disant genre n'importe quoi, genre tu fais rien aux élections, tu fais 3%, tu n'existes pas. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, ils n'ont jamais arrêté de dire mais vous savez la France profonde, la majorité silencieuse, blablabla. C'est vrai. Sauf qu'aujourd'hui, bah ils continuent à dire la même chose. Et là, on est beaucoup plus emmerdés, en fait, pour leur dire non, c'est pas vrai, vous n'existez pas politiquement. Bon, moi, ce que je retiens de ça, c'est qu'on est acculé dans les débats. Alors, moi, je fais des choses qui sont des plateaux de télé beaucoup plus calmes. Donc, je sais pas, ces espèces de dingos là en face de moi. Donc, c'est plus facile. Ouais. Mais toi, ce que tu fais, tu te retrouves à devoir t'affronter à vraiment à cette assurance tranquille de l'extrême droite que l'on voit, comme on a vu
vu Jordan Bardella, le gendre idéal là, et qui te raconte ses horreurs avec un petit sourire bien propre sur lui. Et donc il faut remonter la pente, il faut reformuler les questions, il faut revenir sur le fond des sujets. Et reconstruire l'argumentaire. Et cet argumentaire, il n'est pas si simple à reconstruire parce que le socle de l'évidence n'est plus là. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui allaient, il y avait à peine besoin de les énoncer, ça passait. On savait qu'on pouvait s'installer sur un socle. Et ben, ce socle des évidences, il doit être reformulé, redit dans les termes d'aujourd'hui. C'est un travail d'élaboration politique, intellectuelle. Alors bien sûr, pendant ce temps-là, ben, on s'occupe d'autres choses. Enfin, tu vois, c'est sûr ce que tu disais tout à l'heure. Pendant qu'on s'occupe des bisbilles à gauche, on s'occupe pas d'essayer de rebâtir. Et notamment une des questions qui est très prégnante à gauche. Tout à l'heure, tu disais, quand on prend dans les sondages, l'extrême droite, elle valide ces textes, et à l'extrême gauche, et on sort toutes les formules, toutes les propositions sociales qui sont aussi validées. Et donc, on aurait l'impression que l'enjeu, ce serait de réussir à remettre le débat sur le social pour gagner la bataille. Ben, moi, je pense qu'en effet, on parle beaucoup, enfin, on a une tendance à transposer toutes les questions en des questions ethnico-religieuses, et que c'est ça qui nous pourrit la vie. Mais néanmoins, il faut pas penser que que le social, il n'est pas contaminé par ces idées racistes, xénophobes, de boucs émissaires. Évidemment que le social, il est contaminé, et que donc on ne pourra pas simplement contourner le problème et revenir simplement au social. Il ne s'agit pas simplement de contourner le problème. Au point où on en est, il faut attaquer le problème. Dernier sujet, rapidement, moi je voulais en parler, c'est sur la situation au Proche-Orient. Cette semaine, on a vu que il y a eu des otages du Hamas, enfin par le Hamas, enfin des otages qui étaient détenus par le Hamas, pardon, israéliens, ont été libérés. Hein. Il y en a eu quelques dizaines, et de l'autre côté, Israël a ouvert ses prisons hein, à quelques centaines de prisonniers et prisonnières, majoritairement des femmes et des enfants, d'ailleurs presque exclusivement à ce jour des femmes et des enfants. On voit, moi j'ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux, notamment, mais pas uniquement sur Twitter, hein, sur TikTok, sur Instagram, etc. Les scènes de réunion, en fait, où on voit, par exemple, des otages israéliens, notamment des enfants, hein, qui arrivent et qui retrouvent leurs parents. Donc c'est des scènes qui sont genre c'est super émouvant. C'est très émouvant. Sur les chaînes françaises, et c'est là, je suis un peu moment critique des médias, sur les chaînes françaises, on voit beaucoup ces moments où on voit l'otage israélien arriver dans sa famille, retrouvé avec des scènes de fusion, et c'est vrai que c'est, comme tu dis, très émouvant. Je suis allé jeter un coup d'œil hier, j'ai passé 3 heures sur les différents sites de grands médias du monde arabe, à commencer par Al Jazeera, et puis les grands médias égyptiens, les grands médias algériens, saoudiens, et je suis même allé regarder les médias parce que c'est génial avec Google, je vous conseille, vous pouvez traduire les pages, donc je suis allé voir les médias chinois, le principal média chinois, et alors là c'est très intéressant parce que déjà 3 fois sur 4, ils ne disent pas c'est un échange entre des otages et des prisonniers, c'est un échange d'otages, point, c'est-à-dire c'est mis à égalité. Ce qui est mis en avant, ce sont l'arrivée des otages, enfin des prisonniers politiques palestiniens, c'est-à-dire des enfants palestiniens qui arrivent dans leur famille. C'est-à-dire que nous, on voit beaucoup les enfants israéliens qui arrivent dans leur famille, dans les médias arabes, dans les médias chinois et dans les médias brésiliens, on voit les enfants palestiniens qui arrivent dans leur famille. Et je peux vous dire, les conditions sont pas les mêmes. Je suis pas en train de mettre à égalité ou quoi que ce soit. Je dis juste ce qu'ils mettent en avant. Moi, je trouve que ça ne se ressemble pas, parce que moi j'ai vu les deux et je trouve que ça ne se ressemble pas du tout. Ça se ressemble pas du tout. Si tu me diras pourquoi. Ouais, mais juste, moi, ce que je vois, c'est que dans la façon en fait dont on envisage le monde, c'est un peu comme ce qu'on disait sur la gauche, où en fait on est devenu minoritaire. Aujourd'hui, notre façon de voir ce qui se passe au Proche-Orient, elle est
je pense, pratiquement minoritaire dans le monde. Je dis pas qu'elle n'est pas juste ou qu'elle n'est pas bonne, et je suis pas en train de dire il y a le bien, il y a le mal ou quoi que ce soit. Je dis juste faut faire très attention parce que de la Chine à l'Amérique du Sud, en passant par toute l'Afrique et tout le Moyen-Orient, tous ces gens-là regardent ce qui se passe au Proche-Orient avec la lecture inversée à la nôtre. Et je pense que c'est dangereux de ne pas le considérer, de faire comme si la façon dont nous, occidentaux, à savoir les Européens et les Américains, enfin États-Unis et Canada, comment nous on regarde ce qui se passe, et faire comme si c'était universel et que c'était comme ça, etc. Voilà. Je voulais juste mettre ça en avant parce que c'est important, d'autant que par exemple, quand tu vas sur Al Jazeera en langue arabe, tu vois que ce qui est décrit par le menu, c'est des interviews des familles donc des prisonniers politiques, des enfants qui arrivent, où ils racontent leurs conditions de détention, qui sont absolument déplorables. Des conditions de détention parfois, enfin ils sont détenus alors qu'ils n'ont pas été jugés. Hein, ce sont des détentions administratives et on parle parfois d'enfants de, il y a 5 enfants de moins de 14 ans en fait qui ont été libérés. Étaient là parce qu'ils avaient envoyé une pierre au moment d'une Ça veut dire qu'ils avaient 12 ans quand ils ont été... Exactement. Non mais t'es là, genre, oui, bah ça va pas. Et après, je suis allé voir les rapports de l'ONU sur le sujet. Il y a notamment un sénateur communiste qui avait posé une question il y a 2 ans au gouvernement sur cette question, sur la question de l'enfermement des enfants palestiniens dans les prisons israéliennes. Il avait alerté sur le sujet en disant que les conditions étaient déplorables et à l'époque, le ministre des Affaires étrangères avait répondu oui, c'est vrai, il y a un problème et la France est sur le dossier. C'est-à-dire que avec efficacité. Ah, bon, avec l'efficacité que l'on sait, c'est-à-dire nul. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un vrai sujet en fait pour comprendre en fait ce qu'il se passe. On peut pas faire abstraction en plus de la géographie de l'endroit où se passe ce conflit. Je veux dire, le Proche-Orient est entouré en fait du monde arabe. Donc si on fait comme si bah ça n'existait pas, hein, autour il n'y avait pas la Jordanie, le Liban, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et même l'Iran. Si on fait, qui est pas le monde arabe, mais si on fait comme si tout ça n'existait pas, ça n'a aucun sens en fait. Donc il faut le comprendre, et il faut l'analyser et honnêtement, aujourd'hui, dans les pages de nos journaux, de nos grands journaux, je trouve que ça manque cruellement. Je suis d'accord que, en fait, ce qui se passe à propos de la libération des otages détenus par le Hamas, on est sur le registre de l'émotion. Ce qui est normal, hein. Tout à fait. Non, non, mais je veux dire, c'est comme ça que c'est couvert. En revanche, quand il s'agit de rendre compte de la libération des otages palestiniens, c'est pas sur ce registre-là, c'est pas comme ça que c'est raconté. C'est raconté sur un registre beaucoup plus politique. Et peut-être pour ça, est-ce pour ça que j'ai cette vision des choses, mais c'est que je trouve que les Palestiniens, quand ils sont libérés, ils donnent un sens politique à leur libération. C'est-à-dire que même les enfants, moi j'ai entendu alors notamment à la radio sur France Culture des reportages dans lesquels il y a des enfants palestiniens qui sont interviewés. Je veux dire, ils ont été souvent mis en prison parce qu'ils ont jeté des pierres. Ils avaient 12 ans, mais ils savaient déjà quelque chose du monde dans lequel ils vivaient. Ils en ont 14 et ils n'ont pas oublié et ils continuent de formaliser, si tu veux, leur engagement. C'est-à-dire que moi, ce que je note, c'est que on a un peuple palestinien qui, de l'enfance, quand on commence à avoir un peu un regard sur le monde jusqu'à la fin, des gens qui savent où ils sont et qui savent pourquoi ils se battent et que tu le retrouves dans au moment de la libération des otages. C'est pour ça que ça fait pas du tout la même impression de voir des deux côtés. Et puis mais ce que je veux dire, juste, non, mais nous, ça, ils ont un ça, nom. non, mais les otages israéliens, ils ont des noms, et les prisonniers politiques qui sortent, quand ils ont 14 ans, ils ont pas de nom. On donne juste un chiffre. Ça ne s'oppose pas du tout à ce que tu dis, c'est qu'il y a deux visions, deux façons de raconter des choses. Il y en a, ils ont un nom, voilà maman, voilà le frère, on voit l'oncle, la tante, machin. Enfin, ils ont un nom, ils ont une famille, tandis que dans l'autre cas, c'est des enfants qui font partie d'un peuple, le peuple palestinien. Mais je pense que ça, en partie, reflète une réalité, qui est un peuple en lutte. Voilà, c'est ça que je ressens, moi, dans ce que je peux percevoir de cette réalité. Et l'autre chose que je vois
chaque fois que j'ai pu voir des images au moment de la libération des otages palestiniens, c'est que, pardon, c'est que ils sont accueillis triomphalement et ils sont accueillis avec des drapeaux du Hamas. C'est-à-dire que ce dont on a déjà parlé ici, c'est une victoire politique pour le Hamas enfin, qui à mon avis ne sera pas sans conséquence. Mmh. Dernière petite chose, je trouve intéressant qu'il y ait un début de mobilisation pour que Marwan Barghouti sorte de prison. C'est-à-dire, c'est à mon sens, pour qu'il puisse y avoir une solution, il faut une proposition politique, mais il faut aussi des personnes avec lesquelles parler. Marwan Barghouti est une de ces personnalités palestiniennes reconnues par le peuple palestinien et qui peut être un interlocuteur pour pouvoir négocier, avoir l'autorité pour négocier une sortie et une solution à deux États, ou pas deux États et autre chose, mais en tout cas une solution politique un peu plus durable. Et cette semaine, l'Humanité a publié une pétition de plusieurs centaines d'intellectuels, d'artistes, etc., pour demander la libération de Barghouti. Et j'espère que cette dynamique pour demander que Barghouti soit libéré aussi dans l'urgence, parce qu'il y a un problème politique là vraiment qui se pose. Ça fait 30 ans qu'il est en prison, et il faut qu'il soit libéré, et c'est à mon avis une des conditions de la sortie de crise en Palestine. Juste pour compléter sur De crise de Marwan guerre. Barghouti, oui. Bon, Pour l'instant, la libération de Marwan Barghouti n'est pas à l'ordre du jour. C'est moins qu'on puisse dire. C'est moins qu'on puisse dire. Et juste pour le signaler, effectivement, ça fait près de 30 ans qu'il est en prison et que il est membre du Fatah. C'est-à-dire que Oui. il n'est pas le Fatah, c'est l'organisation qui aujourd'hui est à la tête de l'autorité palestinienne et est un opposant théoriquement au Hamas. Enfin, je veux dire, dans les élections, ils étaient les uns contre les autres. Et ils ont une ligne qui n'est pas du tout la même, une ligne politique qui n'est pas du tout la même, déjà, c'est pas oui, radicale sur les questions. c'est pas un mouvement confessionnel. Déjà, pour commencer, je veux dire, le Fatah, c'est une organisation politique de libération de la Palestine. Ce qui est intéressant, c'est que Barghouti, comme tu l'as dit, est membre du Fatah. Alors que le Fatah est enfin en tout cas l'OLP est très décrédibilisé, et alors que lui, il continue d'avoir un certain crédit. Ça me fait penser, dernière petite chose à propos de l'actualité sur la Palestine, c'est qu'il y a eu cette histoire qui a enflammé un peu tout le monde sur le FPLP. Il y a eu une fake news pour ceux qui sont pas au courant. Donc le FPLP, c'est le Front populaire de libération de la Palestine, ouais, qui est un mouvement de gauche, je dirais marxiste. Marxiste, je sais pas s'ils se définissent comme ça. Si, ils se définissent comme marxiste. Comme marxiste. Bon, d'accord, je savais pas. En tout cas, je sais qu'il était en gros proche des communistes palestiniens, etc. Et qu'il y a donc eu toute une fake news. Disant que que le FPLP s'était vu remettre des otages, notamment un bébé de 10 mois et un enfant par le Hamas. Et alors que le FPLP est une organisation avec laquelle la France Insoumise et le Parti communiste entretiennent des relations politiques, on a voulu d'une certaine manière raconter, salir le FPLP et la France Insoumise et le Parti communiste par ricochet, quoi. Bon, je trouve absolument incroyable ce qui s'est passé, parce que il n'y a qu'en France que ça s'est produit. C'est en France qu'il y a eu cette espèce de petit tourbillon autour du FPLP, avec des journalistes rapportant des nouvelles, des informations dégueulasses, absolument pas sourcées, et en mettant tout au conditionnel, et pensant que, en ayant mis au conditionnel, le FPLP ça les dédouane et ça leur permet de dire qu'ils ont fait leur boulot de journaliste. Pas du tout. Je veux dire juste pour expliquer, parce que tu l'as pas dit, mais en gros, il était reproché au FPLP de détenir donc 2 enfants qui leur avaient été donnés par le Hamas. À la base, c'était une information qui, soi-disant, trouvait sa source dans une déclaration d'un porte-parole de Tsahal en arabe, que personne n'a réussi à trouver en fait trace de cette déclaration. Et tout le monde a récupéré ce truc, et il s'avère que le Hamas a annoncé
il y a 2 jours qu'en fait les 2 enfants étaient décédés. Alors c'est une information que là aussi il faut mettre au conditionnel, hein, parce que ça reste le Hamas quand même la source de cette information, mais que Tsahal, en plus hier, a dit oui, en fait, on n'est vraiment pas du tout sûr qu'il soit mort, c'est ce que dit le Hamas, c'est de la propagande pour faire souffrir, non, etc. enfin, tout ça, exactement. Tout ça est assez Mais la incertain. conclusion, c'est qu'effectivement, ça a été utilisé par certains journalistes, et on revient à ce que je disais tout à l'heure quant aux journalistes de France Info contre Clémence Guettet, c'est utilisé par les journalistes pour taper sur la France Insoumise et le Parti communiste d'une manière effectivement totalement aberrante et vraiment oui, antiprofessionnelle. absolument. Bon. Sur ce, à la semaine prochaine. Tout va bien.